Tristan, à ton avis, quel est le record du monde pour la plus longue distance jamais courue par un homme, d'une seule traite, sans s'arrêter, sans dormir, sans faire de pause? Est-ce qu'on est dans les 800 km? Un petit peu moins. Ok, dis-moi. En 2005, Dan Carneson, c'est un ultra-marathonien, il a couru 560 km en 80 heures et 44 minutes sans dormir, sans s'arrêter. Ça fait une moyenne quand même à 7 km/h. Pour établir ce record, forcément, il a eu des douleurs musculaires, des hallucinations, parce que ça c'est dû à la privation. 80 heures sans dormir, ouais, tu vois quelques années. Privation de sommeil, c'est épuisement extrême. Je t'aime bien un peu toi, les défis un peu à la con. Est-ce que ça te fait envie ça? Non, moi j'ai une règle, c'est quand ça dure plus de 24 heures, c'est une connerie. Donc je respecte, mais ouais. À ton avis, j'ai fait un petit calcul. La dépense énergétique de Dean, elle est de combien sur un effort comme ça? Quand tu fais 560 km, 80 heures de course, 80 heures, combien tu brûles de calories? Ça fait combien de jours ça? 7-8 jours, quelque chose comme ça? Ouais, à peu près. Non, 88 heures. Ouais, c'est fait. Ouais, si, on doit pas être loin. Ça, ouais. Bon, désolé si mes calculs sont mauvais. On doit être sur une dépense, allez, on va dire 3 fois le métabolisme de base, ça fait 6 000 par jour. 6 000 x 7, 42 000 ça fait. Putain, il est fort. Il est fort. En fait, la science, c'est implacable. Ouais, grossièrement, on évalue que c'est entre 70 et 90 calories. C'est fonction de son poids, de son rythme. Mais voilà, on va dire une moyenne, c'est par kilomètre, tu brûles entre 70 et 90 calories en courant. Un coureur léger, comme ce qu'on peut supposer, comme lui, 75 kilocals. Donc en fait, si tu fais un calcul, effectivement, 560 par 75, 42 000. Pile poil en plus. 42 000 calories. Je n'ai pas vu les chiffres. Mais pourquoi je te dis ça? C'est parce qu'en ultra distance, en fait, il y a un truc qui a été trouvé très récemment qui montre que tendanciellement, en fait, notre limite à pouvoir ingérer des aliments, c'est 3 fois notre métabolisme de base. En fait, c'est difficile et donc ça laisserait penser que sur le très long terme, c'est notre limite naturelle. D'où vient mon calcul? Le hasard. Bon, écoute, le hasard fait bien les choses. Après, sa stratégie nutritionnelle, c'était pas du healthy. Il l'a expliqué, pizza, burritos, barres énergétiques. 6 000 kilocalories, il faut les manger. Ouais, voilà, c'est ça. C'est qu'en fait, il était plutôt dans une logique de qu'est-ce qui digérait le bien, le mieux, et puis qu'est-ce qui apportait aussi de la calorie, quoi. Parce que forcément, il lui en fallait. Parce que c'est vrai que ce qui compte, et ça fait déjà aussi de l'ultra-endurance, c'est que tu digères bien, parce que les problèmes digestifs, il faut des trucs très caloriques et très digestes. Donc lui, les pizzas, c'est un peu particulier. Les burritos, c'est en américain. Mais bon, tu fais l'ultra-distance, tu sais ce que c'est. Si ça marche. Bon, ça nous renvoie à notre sujet du jour, Tristan, le volume d'entraînement. On va lever le voile sur l'un des sujets qui préoccupe le plus les coureurs à pied et les coureurs et les coureuses. À quel point le volume d'entraînement influence la performance? Est-ce qu'il existe des stratégies efficaces pour faire moins de volume et progresser quand même, voire même plus? Et comment est-ce qu'on peut calculer aussi son volume d'entraînement parfait, qui nous convient de manière individuelle pour atteindre son maximum de potentiel? Trêve de bavardage. Tristan, ce que je te propose, c'est qu'on s'installe confortablement dans le salon et qu'on traite de ça. Il n'y aura pas besoin de courir autant que ce monsieur, mais c'est parti. Dans la tête d'un coureur, original, le volume d'entraînement. Alors Tristan, pour débuter un peu notre échange, est-ce que tu pourrais nous expliquer en termes simples ce qu'on entend par la charge d'entraînement? Parce que c'est quelque chose qui va beaucoup revenir quand on parle de volume, c'est assez lié. Et surtout, justement, comment ce concept de charge d'entraînement, il se connecte au volume. Bon, ça va, là, la définition, elle est simple. Normalement, je vais réussir à faire facile pour une fois. La charge d'entraînement, c'est le volume d'entraînement multiplié par l'intensité, on pourrait dire. La charge, ça prend en compte le volume et l'intensité, et c'est les deux qu'on considère donner la charge. J'apporte une petite nuance peut-être, juste en disant que la charge absolue peut être différente de la charge relative. Donc la charge absolue, là, c'est vraiment le nombre d'heures, le nombre d'intensités, et on compare tous les gens ensemble. Et la charge relative, ça va être juste son volume vis-à-vis de ses ressources. Une mère de famille qui s'entraîne 3 fois, qui travaille beaucoup, etc., va pas avoir la même charge relative que un athlète professionnel qui a tout le temps de se reposer, par exemple. Ouais, ça semble assez logique. Justement, aujourd'hui, on va parler du volume d'entraînement et j'avais envie que ce soit notre premier épisode. Tu vois, l'épisode de la saison 7 parce que on l'a constaté toi comme moi. C'est vrai que depuis quelques années, on voit un peu une montée en puissance du volume. On voit qu'il y a une vraie culture de borner. Il faut beaucoup borner de plus en plus. Et moi, des fois, voilà, sur les courses, je peux être amené à discuter avec des auditeurs et parfois, je suis un peu surpris entre le niveau de performance, leur objectif et le volume qu'il y a. Je trouve que des fois, c'est vraiment les plans d'entraînement se concentrent peut-être un petit peu trop sur le volume. Et donc, je voulais en parler avec toi et justement qu'on essaie de débunker un peu toutes les idées reçues. Parce que c'est vrai qu'on a
toujours tendance à penser que plus on en fait, mieux c'est. C'est amusant parce que je ne suis pas dans le monde de l'endurance depuis si longtemps que ça au final. Et on voit que tu as des aspects de mode. Moi, quand je suis rentré dans le monde de l'endurance, c'était la mode du junk mile. Il faut vraiment que tout soit qualité, etc. Et quand je parle, par exemple, ne serait-ce qu'avec Fred, il nous dit mais je me souviens qu'avant le junk mile, c'était avant la mode du volume. Donc, c'est des cycles. On suit les cycles et on va parler de tout ça. On parlera justement des modes et des différentes tendances par lesquelles on est passé parce que je commence à avoir un petit peu de bouteille, moi. Et donc, du coup, j'ai vu passer plein de trucs et on va en discuter. Avant ça, j'ai une bonne nouvelle. Tu vois, j'ai une bonne nouvelle déjà pour le retour de DLTDC Originals. Bienvenue en septembre. C'est le retour, Tristan, des fameux magnétos. Je sais que l'année dernière, ça t'avait manqué. Je sais que tu étais triste. Je sais que ça... Voilà, j'en ai parlé aussi avec. Je me sentais pas bien, on peut le dire. Voilà, avec tes amis, avec ta conjointe. Tu dis Tristan, ça va pas. Il est pas bien. Il a perdu les magnétos. Il y a quelque chose qu'il aimait. C'était sa petite gourmandise, comme tu l'appelais. Et bonne nouvelle, elle est de retour. Elle est de retour en plus pas avec n'importe qui, puisque c'est la communauté campus maintenant qui va se charger de ces magnétos. Et donc chaque mois, on ira dans une ville de France. Ça sera Bordeaux, ce sera Lyon, ce sera Marseille, ce sera Nantes. Et on va aller interroger justement ces coureurs amateurs sur le sujet du jour. Et puis là, du coup, on les a questionnés sur... Où est-ce qu'on va Là, on va à Bordeaux et c'est Pauline qui a interrogé pour nous les coureurs amateurs sur justement le rapport qu'ils avaient un peu avec le volume. Si tu es OK, je te propose qu'on écoute ça tout de suite. Allez, c'est parti. Salut Baptiste, est-ce que tu peux nous dire ton volume actuel d'entraînement et si tu penses qu'il est assez important pour progresser et si tu penses qu'avoir du volume c'est intéressant pour ta progression? Salut Pauline, donc là aujourd'hui moi je suis autour de 55-60 km. J'ai fait une prépa trail donc forcément avec le dénivelé le volume c'est un peu abaissé. Et aujourd'hui je me blesse pas avec ce volume là et je progresse, donc pour l'instant il est satisfaisant mais je pense que plus les années avanceront plus je devrais augmenter mon volume pour progresser. En ce moment j'ai pas d'objectif particulier, donc je cours 20 à 30 km par semaine environ. Mais je pense que ça peut être important si on prépare des courses longues, comme le marathon par exemple, où il faut mieux avoir de la bouteille. Après, si c'est du court, si on travaille en intensité, ça peut passer aussi. Alors moi aujourd'hui je prépare un semi-marathon, donc mon volume c'est entre 20 et 40 km par semaine. C'est à peu près 2h30 minimum de courses par semaine et en fonction de l'objectif qu'on a, je pense que oui, le volume est important. On ne peut pas préparer un marathon avec 20 km par semaine par exemple, je pense. Alors aujourd'hui, j'ai pas un très gros volume parce que je suis pas en phase d'entraînement et aujourd'hui, je considère, comme je pense beaucoup de personnes en ce moment, que le volume n'est pas du tout le seul indicateur en fait de la performance. Et je pense qu'il faut se méfier parce que je considère aujourd'hui et par expérience que le volume peut amener en fait à la blessure et que je pense qu'il y a peut-être des manières plus smart, plus intelligentes de s'entraîner que de tout miser sur le volume. Retour au studio, ils sont bien éduqués chez Campus quand même. Salut les Bordelais. Ouais, on passe un bonjour à Bordeaux, voilà, une ville que j'adore énormément. D'ailleurs, je serai peut-être au départ à 10 km des quais de Bordeaux. J'ai pas de dossard encore et c'est complet, donc il va falloir que je trouve un dossard avant. Bon, j'ai quelques petites relations, je vais essayer de trouver ça. Mais oui, bonjour à nos copains bordelais. On a écouté pas mal de choses, déjà bravo parce que voilà, chez Campus en tout cas, j'ai l'impression qu'ils ont quand même une bonne connaissance. On essaye de leur ça écoute les podcasts, bonnes valeurs. Ça écoute les podcasts, ça lit les articles, Campus Talk, ça lit les articles, ça écoute dans la tête d'un coureur, c'est bien. Mais il y a quand même des choses intéressantes que j'ai notées. On se rend compte que quand même, le volume est directement, pour les amateurs de chez Campus, directement corrélé à la performance. Et c'est assez logique, parce que c'est effectivement l'un des facteurs hyper importants de la performance. Mais on voit quand même que la perception, elle est quand même assez différente en fonction des uns et des autres. On voit en tout cas, Tristan, de plus en plus de coureurs, amateurs ou même professionnels, qui cherchent à peu près constamment à augmenter leur volume d'entraînement, comme si c'était un peu une fin en soi. À ton avis, qu'est-ce qui pousse autant de coureurs à toujours vouloir être dans le plus? Parce que j'ai l'impression que là, ces dernières années, c'est quelque chose qui a vraiment explosé. Alors, je pense qu'il y a différentes choses. Premièrement, scientifiquement, on met de plus en plus en avant le fait que de manière... on peut pas vraiment le négocier, que le volume d'entraînement annuel, mais de surcroît le volume d'entraînement à vie, est positivement corrélé à la performance. Si on fait des corrélations, aujourd'hui c'est difficile de le nier. Deuxièmement, je pense aussi que de plus en plus sur les réseaux sociaux, on
n'est exposé à des athlètes de haut niveau qui, eux, forcément, ont beaucoup de kilomètres. Et donc, quelque part, ça apporte dans le quotidien des gens une normalité de courir 150, 180, 200, 230 km par semaine. Là où il y a peut-être 10 ans, c'était un petit peu moins le cas. Et là où il y a 20 ans, en fait, même les entraîneurs et les athlètes cachaient leur entraînement. C'était la méthode secrète. Aujourd'hui, les gens sont beaucoup plus ouverts. On est fiers de montrer qu'on court beaucoup. Et puis surtout, ça donne l'impression, quelqu'un qui va faire 40, 50, 60 km, ce qui est déjà, franchement, tu es dans le top 2% des gens qui courent. Vous faites plus de 50 km par semaine. Ou même plus que top 1%. Ouais, c'est top 1%, tu as l'impression que tu t'entraînes plus, quoi. Donc ça a vraiment un effet pervers. Et puis il y a Strava aussi. On va sur Strava et on regarde ce que font les uns les autres et on s'auto-influence dans une logique de toujours plus. Et on en vient à cet extrême-là qu'on a aujourd'hui. Je pense que Strava, là où ça peut jouer, c'est peut-être pour ceux qui vont, par exemple, au lieu de faire 9 km, ils vont faire 10 km. Mais à la limite, ça, c'est un moindre mal. Ça va plus jouer sur les gens qui vont courir trop vite leur endurance fondamentale alors qu'on leur dit d'aller doucement. Là, pour le coup, l'impact, il est plus gros. Après, sur Strava, j'ai l'impression que le volume est moins mis en avant. Le seul truc qui est mis en avant, et là, je suis d'accord, c'est qu'il y a une fonctionnalité depuis peut-être 1 ou 2 ans où tu vois ce que tu as fait le mois précédent et donc tu te compares au mois d'avant. Voilà, c'est ce que j'allais te dire. Et puis, tu as même le bilan à l'année. Moi, je sais qu'il y a des gens, dès qu'on arrive en janvier, ils savent qu'ils vont avoir les dashboards un peu Strava. Et donc, ils se disent, il faut vraiment que je fasse 5000 km. Enfin, c'est des gens qui courent beaucoup. Même moi, j'avais ça. Et c'est vrai que c'est un tour de la Terre. C'est un Paris-Moscou. Et c'est vrai que tu te dis, plus j'ai avoir un volume à l'année. Et c'est un trophée. Parce que c'est vrai que quand tu as le bilan annuel, on te dit, tu as fait 4500, 5000 km. Moi, c'est ce que je faisais par an à peu près. Donc, je courais beaucoup. Ça borne, hein. Et ça bornait à l'époque. Hein. J'étais moins feillasse que maintenant. Et c'est vrai que ça te pousse à en faire toujours plus. Là, pour moi, c'est un des points que j'avais noté qui va dans ce point-là, c'est la surcharge progressive. La surcharge progressive, c'est quelque chose qu'on met de plus en plus en avant et à juste titre en disant pour avoir des progrès sur le long terme, il faut à un moment apporter une surcharge. Il faut augmenter quelque chose. On va donner plein d'exemples d'après de qu'est-ce qu'on peut augmenter et le volume en fait partie. Et là où je te rejoins sur Strava, ça peut être mal amené, c'est que tant que c'est une comparaison d'une année sur l'autre, ça me va, c'est une échelle de temps qui me va. Par contre, c'est vrai que quand c'est une comparaison d'une semaine sur l'autre ou d'un mois sur l'autre et que ça met une pression sur le court terme à surcharger, là, ça peut être un problème. Parce que l'une des manières de surcharger la plus simple à conceptualiser, c'est le volume. Et donc, qui dit augmentation disproportionnée du volume, dit perte de progressivité et tout ce qui va s'en suivre. En revanche, je mets aussi peut-être un peu la faute sur un cas aussi particulier qui fait que les gens ont tendance à courir beaucoup, c'est les athlètes élites et les entraîneurs d'athlètes élites qui vont ensuite donner des conseils. Et soit, alors le pire, ça serait qu'ils vont donner des conseils aux amateurs en se basant sur ce qu'ils font avec des élites, ou sinon juste vont dire, voilà, nous comment on fait, et les gens vont mal recevoir le message et vont pas se dire, ok, ce que j'entends, courir beaucoup, etc., ça s'adresse à des élites, et moi qui cours 3 fois par semaine, ça s'adresse pas tout de suite à moi. Tu vois, je pense qu'il y a ces deux choses-là. On peut pas appliquer ce que font les élites en tant qu'amateur. Et puis, c'est pas parce que ça marche sur lui que ça a marché sur vous, et ça m'envoie à ma prochaine question. On voit bien que certains coureurs s'épanouissent avec des volumes, arrivent à performer, arrivent à vraiment à tirer profit de ça. Quand d'autres, dès qu'ils augmentent un certain niveau, même s'ils ont les mêmes niveaux à la base que l'autre personne, eux, ils vont stagner, ils vont se blesser. À quoi c'est dû cette variabilité individuelle selon toi ? Pourquoi certains vont s'épanouir dans le volume et d'autres, ça va être catastrophique ? J'aime bien comment tu le présentes, j'aime bien dire épanouir dans le volume parce que plus courir, tout le monde peut plus courir. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Je l'ai dit, j'ai vu beaucoup de gens le dire. Nicolas Running Addict, si tu regardes cette vidéo, je sais que tu l'as déjà dit. On a tous dit à un moment dans notre carrière de sportif, si je cours plus de X kilomètres, je me blesse, je suis pas fait pour courir beaucoup. Il le dit beaucoup, Nico. Là, il a arrêté de le dire. Mais la réalité, c'est que en fait, c'est à ce moment-là de notre vie, en effet, courir plus que ça nous blesse. Mais ça veut pas dire que dans 3 ans, dans 5 ans, dans 6 ans, on en sera incapable. Donc, ce que tu dis, c'est juste qu'il y a des gens qui sont plus ou moins prédisposés à augmenter rapidement leur volume ou à en tirer des bénéfices. Il y a des gens, ils vont activer ce levier. Je leur encourage à activer sur le long terme ce levier. Mais ça va peut-être leur apporter moins de bénéfices que quelqu'un d'autre. Et donc là, après, on rentre sur des prédispositions génétiques, sur des prédispositions de morphologie aussi, où il y a des gens qui, justement, vont devoir être beaucoup plus progressifs dans leur augmentation du volume parce qu'ils vont avoir cette petite fragilité intrinsèque qui font que si là où la règle des 10% chaque semaine, eux, ils appliquent ça, ils se blessent semaine 2. Il y en a d'autres, ils se blessent jamais, quoi. Je vois des gens qui font
Je ne citerai pas de nom, mais je suis en mode, mais tu ne te rends pas compte à quel point tu as de la chance. Parce que tu varies dans tes volumes, etc. et tu ne te blesses jamais. Je suis un peu jaloux. Et après, hygiène de vie, vie perso, Ouais, vie pro, c'est il ce y que a je veux tout dire, ça la qui joue. nutrition, le sommeil, ce Bien genre de sûr. choses, bien sûr. Même chez les athlètes élites, hein, si tu regardes les plans d'entraînement, alors pas tous communiquent, mais pour avoir la chance de parler avec beaucoup d'athlètes élites, tu as des fois des variabilités à 30-40% de volume en plus, et pourtant des mêmes niveaux de performance assez équivalentes. Donc on voit quand même qu'il n'y a pas forcément de consensus, et c'est très difficile de dire à partir de combien de kilomètres par semaine il faut faire, par exemple pour faire un marathon, pour être performant sur marathon. Et justement, on voit certains coureurs aujourd'hui qui s'imposent des semaines d'entraînement avec 12 entraînements par semaine, avec plus de 200-230 kilomètres par semaine, qui font du bi-quotidien. Il y a un peu cette nouvelle mode aussi de 2 séances de piste, là qui arrive un peu, 2 séances de piste par jour. Donc carrément, même j'ai vu certains athlètes, ils vont faire une séance de piste le matin, ensuite ils vont déjeuner, ensuite ils vont faire un petit footing au milieu, et le soir ils vont faire une sieste, et le soir ils vont refaire une séance de fractionné. Enfin, c'est lunaire. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu penses de cette course à l'armement, de ces méthodes? Est-ce que pour toi, elles sont indispensables? Il n'y a pas le choix. Le volume directement corrélé à la haute performance. Donc plus vous vous entraînez, plus vous faites du volume, plus vous allez être performant. C'est comme ça, c'est le haut niveau, c'est les contraintes. Ou est-ce que tu penses parfois que c'est un peu too much? Alors la corrélation, il faut toujours faire attention parce que en fait, tu corrèles jamais une valeur absolue pour un individu par rapport à l'autre valeur absolue d'un autre individu. Ce que ça veut juste dire une corrélation, c'est que tendanciellement, plus tu vas courir, plus tu risques d'augmenter statistiquement ta performance. Mais si tu regardes un nuage de points, en fait, tu as des gens qui vont courir 150 qui vont moins performer que des gens qui courent 90 et inversement. Donc, faut faire attention à la comparaison inter-individu et c'est pour ça que moi, j'inscris le volume vraiment dans un parcours individuel d'une personne à un moment et c'est plus ça qui va rentrer en jeu. Après, vis-à-vis de est-ce que c'est nécessaire de courir beaucoup, etc. Oui, à un moment, On va pas se mentir. Je veux dire, voilà, un athlète élite, il courra jamais 60 km par semaine et il sera numéro 1 mondial. Donc, faut quand même. Désolé de briser un rêve. Ouais, voilà, c'est-à-dire que ça va se jouer. Est-ce que le mec qui court 1500 mètres, il va courir 140 ou 180? Voilà, c'est dans cet ordre de grandeur. Un marathonien, il va courir 190 ou 230. Après, souviens-toi de Jimmy Gressier, on l'a reçu dans l'émission il y a quelques temps, et t'as vu, c'est pas un athlète qui borne énormément. Oui, pourtant, après il fait quand même des semaines piques à 180 km. Oui, mais c'est quand même mais c'est pas une la semaine. moyenne. Hein. Oui, C'est oui, pas la mais moyenne, il il est fait des plus aux moyennes alentours de 120, 130. Voilà, 120-130, ce qui est quand même pas. N'importe qui regarde une moyenne sur une année se rend compte qu'une moyenne n'est pas très parlante. Ce que je vois, c'est juste des amplitudes, mais en effet, ça ne fait très certainement pas partie des gens qui bornent le plus. Ça, je veux bien le croire très largement. Ouais, c'était pour montrer quand même qu'il n'y Parce a pas qu'une méthode. Il a 27 ans. Il fait beaucoup de pistes, il a de la vitesse, donc il joue beaucoup sur ça. Mais c'est ce qui montre en fait qu'en fonction de ton profil, en fonction de tes qualités, tu vas pouvoir jouer sur des curseurs qui vont pas forcément être les mêmes, tu vois. Et comme on est dans une logique aujourd'hui où on veut faire comme nos influenceurs, on veut faire comme nos athlètes de haut niveau, on perd ce bon sens-là. Alors après, il y a quelque chose, je pense que là, encore une fois, il faut apporter une différence entre amateur et professionnel. L'amateur a beaucoup plus de marge sur l'augmentation de son volume et je peux quasiment assurer que sur le long terme et le très long terme, ça va améliorer sa performance. Là où sur des athlètes élites qui s'entraînent déjà, parce que en fait, tu as des athlètes élites qui s'entraînent depuis 10, 12, 15 ans et en fait, ils vont performer au bout de cette 10e année. Et donc en fait, tu as l'impression qu'ils débarquent en courant déjà 200 km dans la semaine, alors qu'il y a eu tout le travail depuis qu'ils sont jeunes. Et sur ces athlètes élites qui sont déjà en fait des mécaniques ultra fines, ils vont être limités de manière très différente des amateurs. Les amateurs vont, sur le long terme, être limités par leurs ressources, vont être limités par leur motivation, etc., etc. Là où, par exemple, un athlète professionnel qui a progressé sur son volume depuis 10-12 ans, il se rend bien compte que c'est aussi fin que ça, que si je cumule plus de X semaines au-delà de Y kilomètres, je rends compte que je me blesse. Et peut-être que l'année prochaine, je peux augmenter de 5 km, mais quoi qu'il arrive, si je vois que je me blesse systématiquement depuis 4 ans au-delà de 180, je vais plutôt essayer de maximiser mon 180 et voir ce que je peux améliorer à côté, plutôt que d'essayer de faire comme le copain en courant 230. Tu vois, il y a vraiment cette différence amateur-professionnel où au bout de 10 ans, 15 ans d'expérience, tu n'as pas les mêmes limites dans ton approche du volume. Alors, on entend souvent, c'est quelque chose qui se dit beaucoup, et les athlètes l'ont aussi constaté, que l'arrivée des nouvelles chaussures, avec les nouvelles mousses, avec ce qu'on appelle les chaussures aussi à plaque carbone, eh bien, on a pu
augmenter le volume d'entraînement, rajouter 20-30 km par semaine parce qu'en fait, on récupère mieux des séances, notamment les séances sur piste, les séances de fractionné à haute intensité. On a moins de nœuds, on a moins de courbatures, donc on peut un peu plus faire de volume. C'est quoi ton avis par rapport à ça? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que ça a pu jouer aussi dans cette un peu augmentation du volume d'entraînement qu'on a depuis quelques années? Là, je vais être honnête, j'ai pas de source scientifique sur ce que je vais dire, mais c'est intéressant d'amener ce point de vue-là. Les points de vue terrain sont tellement dithyrambiques sur le fait que tout le monde s'accorde à dire que tu peux plus courir avec ce genre de chaussures que je n'ai même pas besoin de regarder la science pour m'assurer que c'est une réalité et qu'en effet, ça a été un levier positif sur l'amélioration des chronos. Pourquoi est-ce que je dis ça? C'est parce qu'il y a une phrase que j'aime beaucoup. Je ne sais plus si elle est de Aurélien Broussel-Derval ou de Olivier Bollier, mais qui dit en fait si tu attends de confirmer quelque chose par la science, tu as 3 Olympiades de retard. Donc c'est pour ça m'a fait penser à ça, si tu me dis. Ça marche bien. Alors, tu parlais tout à l'heure de mode, et justement, on va remonter aux années 2010. Moi, quand j'ai commencé à essayer de faire un petit peu de performance, c'était à peu près à cette époque-là. Et moi, c'était tout l'inverse. Quand j'ai commencé, c'était justement la mode autour de l'entraînement qualitatif. On appelait ça, tu vois, moi, je suis qualitatif, tu vois. Toi, t'es un gros bourrin. Moi, t'inquiète, c'est la science. Voilà, c'est la finesse, c'est la délicatesse. Moi, c'est le slow motion, c'est le noir et blanc, c'est Christian Dior. Tu vois, toi, je te laisse là avec tes coloriages. Là, tu vois, il y avait ce côté un peu même condescendant, tu vois. C'était beaucoup d'ailleurs sur le triathlon. Hein. On était. Je veux pas dire que les triathlètes sont condescendants. Voilà, la balle perdue. Tu sais, ça tire à barre réelle. Mais c'est vrai que c'était quelque chose qu'on retrouvait beaucoup sur vraiment l'entraînement qualitatif, l'entraînement minimaliste. Mais l'idée, c'était de dire qu'il valait mieux courir intelligemment plutôt que cumuler les kilomètres un peu bêtement. Aujourd'hui, ce discours, force est de constater qu'on l'entend beaucoup moins. Moi, je me souviens aussi d'Hassan Chadi, quand il était entraîné par Jean-Claude Volmer. Il avait mis son mois, il disait, mais moi, il fait 90 km par semaine. Il fait des entraînements sur tapis et il arrive à performer à très haut niveau sur marathon. Ça avait un peu choqué les anciens. Aujourd'hui. Et tu m'avais pas dit à l'époque que 90 km, ils comptaient pas les footings? Oui, bon, après, tu sais jamais vraiment. C'est comme les cyclistes, tu sais ce que c'est. Il y en a qui disent qu'ils font ça. Il y en a qui aiment bien rajouter des kilomètres et qui se disent, j'ai fait tant. Il y en a, c'est l'inverse. Ils en enlèvent un petit peu pour dire, t'as vu, je suis tellement doué que j'ai pas. Ça, on voit beaucoup ça aussi dans le vélo. Donc, il faut toujours faire attention à ce que disent les gens. On sait, d'ailleurs, même sur Strava, on sait jamais vraiment ce que font les gens. Soyez toujours un peu critique par rapport à ça. Mais concrètement, qu'est-ce que dit la science? J'imagine qu'il y a eu des études scientifiques sur le volume, cette corrélation, combien de kilomètres il faut faire, à partir de quand on est performant. Tu peux nous faire un petit état des lieux de la littérature scientifique sur cette corrélation entre volume et performance? Alors, je l'ai dit, l'analyse la moins fine, c'est juste de dire le volume est corrélé statistiquement à la performance, et c'est même l'un des critères les plus corrélés à la performance. Là, ce qui est intéressant, c'est de voir que sur des études sur les 10 dernières années, on observe que ce qui est même encore plus corrélé statistiquement, c'est le volume à basse intensité. Et là, c'est intéressant parce que moi, mon analyse, parce que pour l'instant, il n'y a personne qui a pris le temps de réfléchir, juste on a les données brutes depuis 10 ans. Voilà, en fait, le volume, c'est important, mais regardez, le volume à basse intensité est encore plus important apparemment. Ce que j'aime penser vis-à-vis de cette donnée-là, c'est de dire que justement, comme on était dans le qualitatif, les gens sur 8 entraînements semaine, ils font 6 fractionnés, etc. On est dans un monde où les gens s'entraînent trop fort. Et dans ce contexte-là, c'est ceux qui vont s'entraîner un peu moins fort et qui vont laisser plus de place au volume à basse intensité qui vont tirer leur épingle du jeu. Pour autant, pour moi, c'est toujours un équilibre entre intensité et basse intensité. Quand je dis pour moi, aujourd'hui, on comprend. Ta question, c'est justement à quel point est-ce que c'est un équilibre. Ce que je peux juste te dire, je ne sais pas te donner un pourcentage. Ce que je peux juste te dire, c'est par rapport aux 10 dernières années, ce qui semble dire, c'est que les gens s'entraînent trop intensément. Maintenant, si on était dans un monde où personne ne faisait de fractionné, je serais sûr et certain que ce qui serait corrélé positivement à la performance, c'est le volume passé à haute intensité. Parce que je pense que c'est contextuel. Donc ce que je peux te dire, c'est juste qu'aujourd'hui, les gens s'entraînent très certainement trop fort. Voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de valeur pour toi, absolue. Le problème, c'est plus, pas forcément le volume en tant que tel, c'est plutôt, on va travailler trop dans le no pain, no gain. C'est ça un peu Oui, mais par rapport à cette démarche qualité-quantité, parce que aujourd'hui, on comprend que c'est bête d'opposer les deux. C'est quel équilibre entre les deux est-ce qu'on doit avoir, à quel moment, pour qui, etc. Ça, c'est trop difficile de répondre à ça, parce que chacun va avoir sa réalité. Ne serait-ce que tu prends l'exemple d'un coureur amateur qui veut passer de 4 à 5 entraînements dans la semaine. Okay, imagine à 4 entraînements par semaine, il avait un fractionné. Il passe à 5. Normalement, 5 fractionnés, on peut faire 2 fractionnés dans sa semaine. Ça s'entend, ça peut très bien se faire, etc. Cependant, tu as des gens, ils vont pouvoir rajouter un fractionné, ça se passe très bien. Et il y a des gens, ils vont mettre 6 mois
pour que leur 5e séance, ils la transforment de un jogging de 5 minutes à 30 minutes, 1 heure, et puis rajouter un peu d'actif, et puis potentiellement rajouter un fractionné. Et au bout de 6 mois, 1 an, cette 5e séance se sera transformée en fractionné. Donc tu vois, c'est là où en fait cet équilibre qualité-quantité, c'est trop compliqué. Donc c'est pour ça que j'ai fait un truc général en disant les gens s'entraînent un peu trop dur. C'est ce qui semble sortir de la littérature. À quel point ils s'entraînent trop dur, à quel point ils devraient courir plus, à quel point ils devraient faire plus de basse intensité, j'en sais rien. Après ça c'est aux gens de, tu vois, avec l'exemple que je te donne, de trouver pour eux. Alors, j'aimerais quand même qu'on parle un peu des risques associés à un trop gros volume, une mauvaise gestion de son volume, des dangers même, parce qu'on va voir qu'il y a quand même des vrais dangers aussi d'un point de vue physique, il n'y a pas seulement la performance aussi d'un point de vue physique. Et je vais te donner un cas concret où je pense on va se reconnaître ou reconnaître des gens autour de nous. On va prendre l'exemple de Raphaël. Raphaël, c'est... Le borneur. Raphaël, c'est non. quelqu'un, voilà. Il a commencé un peu le jogging pendant le confinement, il a trouvé ça plutôt cool. Il s'est dit, tiens, je vais essayer de faire un 10 km vers chez moi, le 10 km du 8e arrondissement, du 9e, peu importe. Et il s'est entraîné, il a fait le 10 km avec des copains, et puis il a fait 43 minutes. Il a battu tous ses potes. Tu vois, il s'est dit, Trop fort. je suis l'élu. Je suis le mec qui va. Ça y est, j'ai trouvé mon sport. Je suis performant. Je bats les copains et tout. Les JO Los Angeles. Voilà, c'est pour les moi. JO Los Angeles. Voilà. Du coup, il se passionne parce que quand on est bon dans un domaine, parce que c'est quand même un bon chrono, 43. Quand on est bon dans un domaine, on se passionne par ce domaine. Il va sur YouTube, il tombe sur une chaîne YouTube anglo-saxonne, peu importe, on s'en fout. Et là, il voit Brian. Brian, il fait 2h14 au marathon. Il est super chaud. Sa vie, c'est la course à pied. Tu vois, voilà, c'est tout passe à la course à pied. Et Brian, lui, fait beaucoup de volume. Il dit, voilà, c'est un mec qui prône le volume. Il dit, moi, il faut faire du volume. C'est le secret de ma réussite, c'est le volume. Raphaël, il se dit, ok, qu'est-ce que je fais ? Eh ben, je vais rajouter du volume. Ok, je vais passer de 3 à 6 entraînements. Je vais, au lieu de faire des sorties de 10 bornes, je vais aller faire des sorties de 15 bornes. Le week-end, je vais faire 30 bornes. Concrètement, quels sont les risques ? Là, je suis dans la caricature, Bien mais sûr. voilà, c'est juste pour que les gens comprennent, évidemment. Mais concrètement, quels sont les risques si on a cette logique du tout volume ? On parlera des risques physiques, mais là, on va déjà parler des risques sur la performance. Est-ce que concrètement, il va progresser, Raphaël, s'il fait ça ? Ok, parce que là, jusqu'à maintenant, si on regarde scientifiquement et le discours que j'ai jusqu'à aujourd'hui, tu as vu, je ne suis pas opposé à augmenter le volume. Je pense même que sur le long terme, c'est quelque chose de positif. Donc c'est important maintenant, à partir de ce discours, d'apporter des limites et de voir comment, pourquoi, pour qui, etc. Donc tu fais très bien de prendre cet exemple. Augmenter le volume trop rapidement, parce qu'en fait c'est ça le problème, c'est trop rapidement, trop fort, trop vite, etc. Le risque, c'est de créer un stress qui est non assimilé. Alors, créer un stress qui est non assimilé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que potentiellement, l'énergie qu'on va mettre sur l'augmentation de son volume, ça va nous demander plus de récupération. Et cette récupération-là, elle va empiéter sur nos intensités. Je vais être capable de courir moins vite mes séances intenses. Potentiellement, je perds de la progression à ce niveau-là. La progression que j'ai récupérée en augmentant mon stress par le volume, je la perds en diminuant mon stress sur mes intensités. J'ai pas l'impression de moins forcer sur mes fractionnés. Toujours l'impression de me donner à 100%, d'être un RPE de 9 sur 10. La réalité, c'est qu'en fait, si je retire un peu de volume, je courrais 10-15 secondes plus vite. On peut avoir ce genre de différence. Et en plus, on n'a pas conscience. Bien sûr, parce que nous, on pousse aussi fort. Donc, le mieux qui pourrait nous arriver, c'est juste de voir que les chronos diminuent. Mais potentiellement, si on progresse encore un tout petit peu, on se rend pas compte à quel point on progresse beaucoup moins que ce qu'on devrait progresser. Parce que si on augmente de 50 km notre volume, mais que nos intensités, elles ont accéléré que de 5 secondes au kill, en fait, c'est pas si terrible que ça, parce que la récupération que demande le volume supplémentaire, c'est de la récupération qu'on a en moins aussi pour assimiler nos séances de fractionnés. Donc, la capacité de récupération étant limitée, c'est là où je parle de stress non assimilé. On a 100%, on a un volume on a une ressource de 100% à donner pour récupérer. Si en face, il faut remplir 150 cases, il y a un moment où les 50 cases qui ne sont pas remplies, elles vont créer de la fatigue qui va s'accumuler et potentiellement mener à une blessure, potentiellement mener à une stagnation, voire à une régression dans les cas les plus importants. Un autre point hyper important, et là une petite pensée au copain Sean qui m'a donné cette phrase, et pour moi elle fait tellement de sens que je suis obligé d'en reparler. On en fera un réel. C'est de dire une personne qu'on expose trop vite au volume, par exemple, on prend le risque aussi de le désensibiliser à cet outil-là. Et la phrase qu'il dit, c'est quand on expose trop vite un athlète à une modalité d'entraînement, en fait, on le vole 2 fois. On le vole
dans le présent, parce qu'en fait, il n'a pas les compétences de pouvoir tirer profit 100% de cet outil-là, mais on le vole aussi plus tard, parce qu'en fait, il aurait eu besoin à ce moment-là d'activer ce levier de progression, mais comme on l'a désensibilisé trop tôt et qu'en plus, il n'en a pas tiré les bénéfices parce qu'il n'avait pas les capacités de récupération de l'assimiler, on l'a volé 2 fois. On met la charrue avant les bœufs, en fait, et en fait, il va jouer toutes ses cartes dès le début, et forcément, voilà, il a plus rien dans le chargeur. Et ça, c'est intéressant parce que quand tu dis que ça doit être progressif, attention, moi, j'ai même aller plus loin que toi. Alors, c'est que mon avis personnel. Tu n'es peut-être pas d'accord avec moi, mais moi, je pense qu'aujourd'hui, un athlète qui va borner à plus de 130 km par semaine, c'est un athlète pour moi qui a déjà au moins 5, 6, 7 ans d'expérience, minimum. Parce que c'est quand je dis progressif, c'est pas en 6 mois. Ça se mérite de faire des kilomètres. Moi, j'ai jamais fait plus de 120 km, tu vois. Pourtant, j'ai un niveau de performance, tu vois. J'ai fait championnat de France, j'ai quand même bien couru et j'ai jamais. C'est vraiment quelque chose qui arrive pour moi en dernier. Et le problème de ça, et c'est quand je dis on fait les dangers du volume, parce que les gens ils sont dans la cave. Ouais, vous dites qu'il faut pas faire de volume, que c'est mal. Non, c'est pas ce qu'on dit. On dit simplement que c'est quelque chose où les gens ils vont trop vite à ça. Ils veulent prendre des raccourcis. Et c'est justement en essayant de prendre des raccourcis qui se plantent, qui se blessent et même qui se dégoûtent de la course à pied. Ça me fait penser à mon histoire personnelle où quand j'ai commencé dans le triathlon et à m'intéresser à la méthodologie et à vouloir appliquer les connaissances que j'avais eues pendant mes études au monde de l'endurance spécifiquement, il y avait un livre de Joe Friel, je sais plus, bref, où en gros il disait, voilà, d'après moi, au bout de 1 an d'entraînement, on est censé avoir ce volume, au bout de 3 ans d'entraînement, on est à peu près là, au bout de 6 ans, etc. Et en fait, donc le discours que tu tiens. Et je me disais, mais tu te prends pour qui, mec? Moi, je peux m'entraîner 12 fois dans la semaine si je veux, je suis en fin de mes études. C'est toi, Raphaël, en fait. J'ai plein de temps libre. Tristan. Je suis en mode, mec, en fait, laisse-moi tranquille. Et alors, de fait, je me suis rendu compte que sur le long terme, ces calculs étaient pas si loin parce que en fait tu augmentes et tu te blesses et donc tu t'entraînes un peu moins et puis quand tu fais la moyenne sur tes années tu te rends compte qu'il est pas très loin. Ce qu'il faut que les gens comprennent, c'est que tu peux sur une logique court et moyen terme activer ton volume et progresser 5% plus vite. Et en fait, en effet, tu as activé trop fort, trop tôt ton volume, mais ça t'a apporté peut-être des bénéfices si tu t'es pas blessé. Le problème, c'est que si tu avais délayé ou si tu avais temporisé l'augmentation de volume, c'est pas 5% que tu aurais eu, c'est 15, 20%, mais pas sur une période de 6 mois, sur une période de 10 ans. En fait, c'est là où on parle de voler quelqu'un 2 fois. Ah, c'est bien 5% sur le long terme, mais c'est bien si tu veux arrêter de courir l'année prochaine. Moi, j'aime bien parler de la course à pied sur une démarche long terme, déjà parce que faire du sport, c'est juste sanitairement parlant important. Et donc, il faut que les gens l'inscrivent, non pas, ok, 12 semaines, un marathon, et après, je cours plus jamais de ma vie parce que ça va mal se passer, je vais me faire mal, etc. Mais plus dire, ok, 16-20 semaines, je vis une expérience et ensuite c'est une expérience qui m'a tellement donné envie que ça me projette sur le fait de recourir une saison, puis une deuxième, puis créer quelque chose de positif. La clé, c'est de durer. Voilà, c'est ça vraiment. Celui qui a gagné à la fin, c'est celui qui, à 70 ans, il court encore. Moi, j'ai toujours eu beaucoup d'admiration pour des gens qui ont 20, 30, 40 ans de course à pied. Parce que c'est ça vraiment qui est dingue. C'est cette capacité à maintenir une discipline sur les années. Des fois, j'entends des gens, ouais, moi, je suis autodiscipliné, je vais à la salle. Mais si tu fais ça pendant 2 ans, t'es pas discipliné. Même, je suis désolé. Même 5 ans, t'es un bourrin, mais t'es pas c'est discipliné. facile. Tu vois, c'est facile ce que tu fais. Ce qui compte, c'est la durée. Enfin, moi, à titre personnel, c'est que ma vision. Il y a des gens qui sont peut-être pas d'accord avec moi, mais je suis désolé. Non, ce qui compte, c'est facile d'être au taquet pendant 2 ans. C'est facile d'être au taquet pendant 3 ans. Ce qu'il faut, c'est la durée. Là, on a parlé du côté délétère sur la performance, mais évidemment, sur le physique, sur la santé, ça peut être aussi très catastrophique. Oui. On va dire que tu peux avoir plusieurs variables que tu peux prendre en compte, qui vont te dire si oui ou non en fait ça va pas. Typiquement, quelque chose qu'on corrèle pas souvent, c'est l'affaiblissement du système immunitaire. Je prends cet exemple-là parce que Eric, si tu regardes ce podcast, en fait, chez un athlète qui s'entraîne beaucoup, et même là je reprécise, chez un athlète qui s'entraîne beaucoup par rapport à ce à quoi il avait l'habitude il n'y a pas si longtemps que ça, tu as des gens qui sont exposés à la blessure dans ce cas-là, mais tu as des gens qui s'exposent à la maladie. Je sais plus qui disait ça, mais en fait, en gros, c'était un entraîneur qui disait « Moi, honnêtement, chez mes athlètes, je crois plus aux athlètes qui tombent malades par hasard. » Genre, pour moi, un athlète qui tombe malade, c'est juste un athlète que j'ai surentraîné.
Tu vois, je lui ai donné trop vite, trop fort. Au moins, c'est bien parce qu'il se met la responsabilité sur lui-même. Parce que des fois, j'entends des entraîneurs reprocher à l'athlète d'être tombé malade sous prétexte il a ouvert le frigo, il a a ouvert le la frigo, voiture. il est machin, si et ça. Je pense que, et ça, je trouve que c'est un comportement très toxique. Je fais une parenthèse. Et voilà, sous les entraîneurs, il y a des limites, quoi. Faut arrêter avec ces discours-là qui sont, voilà. C'est bon, c'est pas, oui, évidemment, mais déjà, il n'y a pas de corrélation avec un virus et le froid, le fait d'être découvert. Enfin, c'est bon. Stop. Oui, Là, au moins, il prend la responsabilité sur lui. Et c'est souvent l'entraîneur qui est responsable, c'est pas l'athlète, Ouais, alors d'ailleurs. parfois, tu as quand même l'athlète qui, une semaine avant sa course, le mec, il est affûté, il est fragile, son système immunitaire est fragile, et le mec, il va. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques. Machin, il va... Bon, là, tu t'es exposé à un truc. Oui, bon, mais c'est... ok. arrête, tu sais que les athlètes de niveau. Mais je suis d'accord avec toi que très souvent, c'est juste la charge d'entraînement. Et c'est même plus insidieux parce que. Alors, tu as des entraîneurs qui, 1 ou 2 jours avant, réussissent avec la VFC à anticiper le fait que la personne va tomber malade, mais c'est déjà trop tard, elle est déjà en train de tomber malade. Mais tu vois là, alors qu'une blessure, en général, tu commences à avoir un peu mal à un endroit. Et donc, du coup, ça te met sur la piste de ah, ok, on va réadapter. La maladie, c'est vrai que c'est un peu. Soit t'es malade, soit t'es pas malade, tu vois. Donc, il y a aussi autre chose, puisque tu parlais des risques sur la santé. Pour moi, après, tu as tout ce qui va être troubles hormonaux. Ou alors là, pour le coup, Surtout chez les femmes. Ouais, exactement. Où là, on est soit sur des très hauts volumes non assimilés, soit sur des augmentations vraiment très rapides. Chez les hommes aussi, mais c'est vrai que chez les femmes avec l'aménorrhée, c'est ce qui est le plus visible. Encore une fois, on est dans le visible. Il faut faire aussi un peu attention avec ça. Alors, si on passe de 30 à 40 km par semaine, normalement, j'imagine que les risques sont faibles. Mais si on passe de 60 à 160, là, peut-être qu'on s'expose un peu plus. J'ai remarqué chez les coureurs qui veulent absolument augmenter leur volume d'entraînement que ça devient une métrique essentielle pour eux. Ils vont se mettre une pression psychologique énorme pour y arriver. Tu vois, ils vont regarder leur semaine d'entraînement et ils vont se dire c'est une bonne semaine d'entraînement parce que j'ai fait 120, 130, 140 km. Tu vois, c'est finalement ce qui va compter le plus pour eux. Et parfois, il y a le travail. Parfois, tu vois, il y a des gens qui vont... moi, j'ai vu des gens, ils prenaient l'avion à 8 heures pour aller en vacances. Ils vont se lever à 5 heures du mat parce qu'ils veulent absolument faire leur séance parce que ce chiffre du volume a une place extrêmement importante. Et là, c'est une dérive aussi, parce que ça va t'isoler, tu vas peut-être annuler des trucs avec tes amis, avec tes machins, parce que en fait, tu n'acceptes pas que ton volume y baisse. Et c'est là où on se rend compte qu'il y a aussi un côté pervers. Ah là, tu parles d'un triathlète, donc non, je ne me sens pas concerné. J'ai été dans ce cas-là, attention. Hein. Là, pour le coup, moi aussi, des fois, je me suis mis une pression énorme. Et c'est vrai que je me rendais compte que on parlait de Strava, mais c'était mon bilan de semaine. Tiens, j'ai fait moins qu'avant, j'étais pas content, quoi, tu vois. Et finalement, des fois, j'ai fait des super séances qualitatives. Si j'avais fait moins de volume, je voyais la courbe là qui baissait, j'étais pas bien, tu vois. C'est là où on se dit qu'on est quand même des fois un peu débile. Oui, ce qui est sûr, c'est que le temps qu'on passe à s'entraîner, de toute façon, c'est pas du temps qu'on passe à faire autre chose. Ça, c'est quand même une réalité. Je trouve que, après, c'est toujours à voir avec comment tu peux dire ça, les priorités que les gens ont. Parfois, c'est fait volontairement. Ce qui est plus grave, c'est quand c'est fait involontairement. De la même manière que c'est plus grave quand tu vas rentrer dans un surmenage non fonctionnel ou dans une surfatigue mentale involontairement, parce qu'en fait tu es dans la course au toujours plus. Et c'est encore plus grave, parce que tu peux tirer le trait, quand tu commences à avoir des vrais impacts professionnels et personnels, parce que tu t'es trop entraîné et que cet impact était involontaire. En fait, c'est l'aspect involontaire de la chose qui rend le truc grave, entre guillemets. Sur l'aspect social, énergétique, je pensais plutôt ça. Ouais. Est-ce qu'il y a des signes avant-coureur à surveiller pour savoir si peut-être on a un volume un petit peu trop excessif par rapport à son objectif, les indicateurs qui devraient peut-être nous alerter? Alors, j'ai parlé tout à l'heure du système immunitaire, j'ai parlé tout à l'heure des troubles hormonaux qui sont quand même les trucs les plus graves, mais avant ça, il y a quand même des signes avant-coureurs qui peuvent nous arriver. Je pense à la fatigue déjà, juste se sentir fatigué, se réveiller fatigué, une fatigue qui va potentiellement être de plus en plus intense, voire parfois incapacitante. C'est quand même c'est quand même un drapeau rouge à surveiller. Hein. Après, la perturbation du sommeil, je trouve que la perturbation du sommeil, c'est un bon indicateur de mauvaise gestion de stress dans notre vie. Alors parfois c'est personnel, parfois c'est professionnel, mais l'entraînement peut aussi jouer sur ça. Donc vérifier son sommeil, monitorer un petit peu ça. Quand je dis monitorer, juste faire attention à comment on dort. Ça peut être important. Alors faire attention parce que parfois on dort plus,
Et parfois, on dort moins. Tu vois, c'est-à-dire que c'est juste toujours une variation vis-à-vis de la norme. Quelqu'un qui a l'habitude de dormir 8, qui tout d'un coup dort 11, il faut s'inquiéter. Quelqu'un qui a l'habitude de dormir 8 et qui, du jour au lendemain, fait des insomnies, dort hors bébé. Ça m'obsède, je reviens toujours sur ça, tu sais. Faut pas que tu t'inquiètes d'avoir un bébé, Guillaume, t'inquiète pas. Non, mais je m'inquiète pas d'avoir un bébé, je m'inquiète de moins dormir. Hein. Mais j'ai lâché l'affaire, maintenant c'est de lâcher prise. Excuse-moi, je t'ai coupé. Ouais, non, c'est tout. C'est à peu près ce qu'il faut surveiller. Et puis, alors, tout à l'heure, j'ai parlé d'équilibre pro et perso. Il faut aussi mettre dans la balance, à mon avis, les conflits que tu peux avoir avec ton entourage. Alors parfois, ils sont juste chiants, mais parfois, quand tu vois qu'il y a des conflits et que tout le monde rentre en conflit avec toi au même moment, pour les mêmes raisons et dans des sphères différentes de ta vie, c'est peut-être que le seul dénominateur commun à tous ces conflits, c'est toi et qu'il faut réfléchir. Je dis toujours ça, si tout le monde vous saoule, le problème il vient probablement de vous, parce que c'est statistiquement impossible que toute la Terre se soit alliée contre vous. Donc souvent, voilà, quand on a cette impression que putain, pourquoi tout le monde est chiant en ce moment? Non, le problème c'est vous. Tristan, ce que je propose maintenant, qu'on a parlé un peu de tout ça, c'est qu'on aide nos auditeurs et nos auditrices à trouver le bon équilibre. Et donc, si on veut ajuster son volume en fonction de son niveau, de son objectif, ou même de son historique de blessure, quels conseils tu pourrais nous donner justement pour bien construire sa charge d'entraînement, son volume d'entraînement? Déjà, ça serait de définir c'est quoi le bon volume pour toi. Parce qu'on parle souvent de bon volume, et si on dit que c'est individuel, on veut savoir personnellement c'est quoi le bon volume pour nous. Pour moi, la seule définition du bon volume, c'est déjà un volume auquel on ne se blesse pas. Si déjà on ne se blesse pas au volume actuel, c'est déjà un bon point. Après, je l'ai dit, il y a des gens qui vont faire x2 sur leur volume et qui ne vont pas se blesser, donc ce n'est pas un critère suffisant. C'est un premier critère, mais pas un critère suffisant. Le bon volume, ça dépend de ce qu'on a fait avant. Quand je dis avant, ça va être les mois qui ont précédé, on va dire les 3 derniers mois, les 6 derniers mois par extension. C'est ça qui va nous dicter ce qu'on peut faire après. Quand je dis ce qu'on peut faire après, c'est OK, est-ce que je veux augmenter mon volume? Est-ce que je veux le garder tel quel? Et si je veux augmenter mon volume, en fait, c'est à quelle vitesse est-ce que je veux l'augmenter? En fait, c'est-à-dire qu'on part toujours d'une baseline et on veut aller vers un objectif. Donc c'est un peu comme ça qu'en fait, il faut fonctionner. Tu vas sûrement me poser la question de à quel point est-ce qu'on veut augmenter, j'imagine. Exactement. Je te connais par cœur. À ce moment-là, personnellement, alors là, ça n'engage que moi, mais de la manière dont je visualise un petit peu la progression sur le long terme, et tout ce que je t'ai dit tout à l'heure vis-à-vis de voler les athlètes 2 fois, etc. Pour moi, à chaque fois qu'il y a une augmentation significative du volume, qu'on pourrait dire une séance par semaine, voilà, quelle que soit la durée de cette séance, parce que si on a un plan de 10 km ou un plan marathon, ça ne sera pas le même volume. On l'a entendu dans le magnéto tout à l'heure, des gens qui disent entre un 10 km et un marathon, il y en a forcément qui va plus borner à un nombre de séances égales. Parce qu'en fait, tu peux avoir un coureur de 10 km qui court 90 km par semaine et un coureur de marathon qui court 90 km par semaine. Les deux ont le même volume, juste il y en a peut-être un qui va s'entraîner 7-8 fois et l'autre qui va s'entraîner 4-5. Donc ce que je disais, c'est quelqu'un qui veut rajouter une séance, ce que je lui dirais, c'est prends le temps de maximiser les bénéfices de cette étape. Tu passes de 4 à 5. Avant de passer de 5 à 6, profite au maximum des progrès que tu peux avoir avec cette séance additionnelle. Et c'est seulement quand tu auras maximisé tes gains, quand tu vas commencer à stagner, que tu vas pouvoir commencer à prendre conscience et te dire peut-être que là il faudrait que je rajoute une séance, au lieu de se dire ok, le plus vite possible, est-ce que à 5, ok, je me blesse pas à 5, allez, je passe à 6, et à 6, est-ce que je me blesse pas, ok, je passe à 7. Prends le temps vis-à-vis de tes chronos, vis-à-vis de tes séances, de maximiser tes ressources, ta progression, pour ensuite réinvestir. Et sur le long terme, c'est vraiment comme ça que c'est ce que je disais. Sur le court terme, tu peux obtenir 5% en allant ultra vite, mais sur le long terme, là on parle de 15-20% en activant très très lentement ce levier. Et donc moi je dirais ça, tant que tu progresses, augmente pas. Ça, c'est hyper intéressant, mais c'est vrai que c'est aussi un peu la facilité parce que ça demande peu d'efforts. Tu vois, tu dis je fais du volume, je vais augmenter un peu mes séances, je vais faire des sorties longues pour peu aussi que tu aimes bien courir, que tu aimes bien passer du temps dehors. C'est vrai que c'est quelque chose aussi où on pense bien faire, mais en fait c'est aussi un peu la facilité. Tu vois ce que je veux dire? Et on l'a entendu dans le micro-trottoir, tu le disais, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui lui disaient si on veut atteindre un certain niveau, si on veut avoir un certain objectif, on est obligé de faire du volume. Il y a un peu cette croyance en tout cas qui est vraiment directement corrélée. Je veux progresser, je dois faire plus de volume automatiquement, c'est le premier curseur sur lequel je peux jouer. Pourtant, est-ce qu'il existe des alternatives pour continuer à progresser sans forcément tout de suite aller sur le volume? Tu nous disais, il y a d'autres choses
qu'on peut activer. Il y a d'autres choses qui peuvent être pertinentes, surtout si on débute ou surtout si on n'a pas, et quand je dis débute, c'est moins de 6-7 ans de course à pied régulière sans interruption. C'est vraiment des gens qui vont courir, qui sont en club, qui tous les ans font leur truc et tout, pas des gens qui arrêtent, tu vois, qui courent 6 mois dans l'année, qui reprennent, machin. Non, c'est pas ça, courir 6 ans, c'est vraiment 6 ans d'affilée. Qui court au printemps et à Voilà, l'été. donc quelles sont les alternatives au volume sur lesquels, les curseurs sur lesquels on peut jouer, et des fois même, c'est vachement plus intéressant pour un athlète de réduire. Et moi, je le vois sur beaucoup d'athlètes quand je discute avec les auditeurs sur les courses. Enfin, je leur dis, mais t'as tout intérêt à réduire ton volume, à faire moins de séances et à travailler d'autres choses. Est-ce que tu peux nous parler de ces autres choses-là? Quelles sont, selon toi, les meilleures alternatives? Les triathlètes, vous êtes très intelligent dans votre façon de faire parce que vous Il nous brosse dans le sens du poil. non, je sais plus si dans cet épisode-là, j'avais été un petit peu taquin avec les triathlètes. Je me rattrape un peu. Ce que je veux dire, c'est que forcément, vous devez faire énormément de choses. Donc, vous devez aller au plus efficace et au moins chronophage. Donc, forcément, par la force des choses, vous avez bien hacké ce truc-là. Donc, voilà, les alternatives au volume. Alors, avant de donner les alternatives, juste, je veux remettre en avant que comme la surcharge progressive est l'élément le plus principal de la progression sur le long terme, c'est normal que les gens aient ce réflexe de parler du volume et de l'augmentation, et quelque part, ils n'ont pas tort. Donc, on peut pas quand même leur enlever ça. Est-ce qu'on peut projeter de dire « Ah bah, jamais j'atteindrai cette performance en courant le même volume ?» C'est là où ça peut commencer à devenir un peu plus compliqué. Est-ce qu'on peut jamais vraiment savoir à l'avance à quel point est-ce qu'on peut progresser avec un nombre de ressources égal? Donc, voilà, c'est plus recentré sur ça. Et maintenant, si une personne ne veut pas augmenter son volume, ou il ne veut pas, ou ne peut pas d'ailleurs, il y a d'autres variables. La première que j'ai envie de donner, c'est celle à laquelle on pense pas, mais c'est déjà juste le fait de courir une année de plus. Tu l'as dit, le fait d'être assidu sur une année, rien que ça va jouer sur le long terme. Et parfois, on s'en rend pas forcément compte parce que la progression n'est jamais monotone. Et parfois, sur une année, t'as pas trop progressé ou quoi que ce soit. Et tu te dis, j'aurais peut-être dû 1 an auparavant rajouter une séance. Et en fait, quand tu rajoutes cette séance 1 an après avoir un peu stagné, en fait, grâce à cette année supplémentaire, tu vas maximiser encore plus la ressource additionnelle que tu rajoutes. Je ne sais pas si tu vois bien ce que je veux dire. Bien sûr. Mais tu vois, si on parle de quoi maximiser, ces années de pratique, c'est déjà quelque chose à maximiser. Quelqu'un qui va s'entraîner 10 ans, quelqu'un qui va s'entraîner 6 mois, je préfère mettre ma pièce sur le mec qui va s'entraîner 10 ans. Mais ça, parce que souvent on dit, premier facteur de performance, volume. Dans la tête des gens, c'est ça. Non. Premier facteur de performance, régularité. Vaut mieux un athlète qui va courir 60 km, 50, 60 km d'affilée qu'un athlète qui va faire 120, 130, mais il va faire ça pendant 1 an et après il va disparaître. Tu vois, la régularité, pour moi, c'est le premier facteur de performance. Tu vois. En tout cas, non, c'est bête de les hiérarchiser. Mais ça, en tout cas, c'est un critère important. Et au tout début, je l'ai dit, et peut-être les gens n'ont pas entendu ou n'ont pas voulu entendre, j'ai parlé de volume annuel / volume à vie. Le volume à vie est corrélé statistiquement à la performance. Donc à partir du moment où tu cumules des kilomètres, même si parfois tu as une année de vide où tu sais que tu vas pouvoir t'entraîner 3 fois de moins parce que tu as une charge genre un bébé, Guillaume, à ce moment-là, en fait, ça vaut quand même le coup de continuer à courir parce que tu cumules des kilomètres qui vont te servir plus tard. Donc ça, c'est la première variable optimisée. Mais là, les gens, ils vont se dire, tu nous prends un peu pour un con, on veut autre chose. Deuxième variable, c'est trouver l'entraînement qui semble fonctionner sur soi. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Typiquement, une séance ou un type de séance auquel on a l'impression qu'on réagit bien avant un type de compétition. Typiquement, alors c'est statistiquement ce qui va se passer le plus régulièrement, des entraînements longs au seuil avant un marathon. J'ai fait ça. Je me suis super bien senti et quand j'ai commencé la course à pied, j'ai récupéré un plan, je sais pas trop où, et ça faisait faire de la VMA ou de genre je sais pas quoi, mais jusqu'à la fin, et en fait j'avais pas d'intervalle long à aucun moment et ça s'est moins bien passé. Bon, là je donne des conclusions vraiment ultra généralistes pour que les gens comprennent, mais parfois c'est un peu plus fin que ça. La dernière fois, en début de plan, j'ai vu que 6 mois avant ma course, le fait de faire des vraies séances de vitesse, ça m'avait vraiment apporté un truc où j'ai l'impression que ça m'a un peu manqué la dernière fois. Juste on reproduit. C'est vrai qu'on a envie d'optimiser, on a envie de faire bien tout de suite, etc. Mais parfois l'expérience c'est aussi sur ça que ça joue, où on se rend compte, parfois même mentalement, on se dit ça j'ai l'impression que ça a bien marché sur moi. Attention à pas faire que ce qui nous plaît non plus. Mais voilà, prendre avec l'expérience le temps de se dire ok, ça a l'air de bien fonctionner et puis varier un tout petit peu quand même. Donc ça c'est un premier levier. Je pourrais tirer le fil en disant aussi un autre levier à actionner, c'est savoir quand jouer sur ses points forts et quand jouer sur ses points faibles en fonction de chacun. Et donc là c'est aussi intéressant d'aller chercher sur ça. Typiquement sur un 10 km, parce que là c'est vraiment la vitesse, la distance intermédiaire qui permet un peu le croisement de plusieurs profils. Il y a des gens qui vont
être plus forts sur 10 km en faisant des intervalles longs et des gens qui vont être plus forts sur 10 km en faisant des intervalles courts, justement avec un profil plutôt vitesse ou un profil plutôt endurance. Et c'est là où les gens, en fonction de quand est-ce qu'ils activent leur point fort, quand est-ce qu'ils activent leur point faible, sur une préparation, ça va jouer. Tu vois, volume égal, suffit que tu fasses l'inverse. Au final, tu vas optimiser un tout petit peu moins ta performance. Alors, jamais de 10 minutes sur 10 km, tu vois, mais c'est quand même un levier de progression qui peut être important. Et après, sinon, tu as tout le reste. Mais là, c'est vraiment... Là, j'ai essayé de rentrer dans les petits détails qu'on n'aborde pas. Mais sinon, évidemment, tu as la nutrition, le sommeil, réguler le stress hors entraînement. Ça, c'est vraiment les trois trucs dont on discute tout le temps, que je dis en dernier, mais qui sont en réalité primordiales et que les gens devraient aborder avant. Mais pour moi, ça me paraît tellement la base que, en fait, j'y pense pas, mais j'aurais peut-être dû commencer par ces trois variables, en fait. Nutrition, sommeil, stress. La vitesse, ça peut être une alternative au volume. Ça s'appelle la vitesse. Quand je dis la vitesse, c'est quelqu'un qui va faire 130 km par semaine, mais qui va faire beaucoup de bornes. Est-ce qu'il n'aurait pas raison d'enlever 2-3 séances et faire travailler sur la vitesse? Tu vois, surtout s'il a déjà beaucoup borné, mais il a une petite VO2 max, quoi, tu vois. Ça peut... Par exemple, dans le trail, on le voit beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui commencent la course à pied par le trail et qui vont du coup juste faire des sorties longues, et ils vont travailler ça et ça. Et finalement, ils vont passer des heures dehors alors qu'ils iraient un peu sur la piste. Ils gagneraient du temps. Déjà, ils pourraient passer plus de temps avec leurs potes et leur famille. Et en plus, ils progresseraient beaucoup plus. Parce que plus tu as une VO2 max grande, plus tu es fort et tes vitesses, plus tu vas maintenir longtemps une vitesse, tu vois, parce que tu vas être plus confortable dessus. Alors, tu vois, c'est un curseur aussi sur lequel on peut jouer. Et sur le trail, peu de gens jouent sur ça. Faudrait voir si la diminution du volume, c'est parce que tu retires des séances ou juste parce que, comme c'est une séance sur piste, c'est forcément plus court que 3 heures de rando course en montagne. Il faut déjà prendre cette variable-là. Ensuite, il faut voir si, par exemple, c'est quelqu'un qui fait jamais de fractionné, où là, en effet, ça vaut le coup. Mais par exemple, je te donne une petite info qui peut être intéressante si les gens s'intéressent un peu aux détails. Mais la VO2 max, par exemple, même sur un marathon, c'est pas le facteur le plus important pour la performance. Et même, on se rend compte que chez des élites, et même quand je parle d'élite, là, je parle du top 100 mondial, tu te rends compte que plus haut est la VO2 max, la VO2 max est inversement proportionnelle au coût énergétique à l'allure marathon. Et donc, en fait, tu te rends compte que ceux qui ont vraiment les VO2 max les plus élevés et qui sont très performants sur marathon, en fait, ils sont performants parce qu'ils ont une très grosse VO2 max, mais ils ont un coût énergétique moins bon que ceux avec des VO2 max un peu plus faibles. Et donc, en fait, tu vois, les deux s'inversent. En fait, tout le monde a le même chrono, mais sur des profils physiologiques très différents. On fera un épisode spécialement dédié à la VO2 max. Ne vous inquiétez pas, on va ouvrir ce dossier. Donc, tout ça pour te dire que est-ce que ça peut être important pour moi, ça peut être important pour rattraper une erreur à un moment. Quelqu'un qui est vraiment full volume, il fait que ça depuis toujours. Juste le mec, il fait des randonnées, il aime sa montagne, il court dans la montagne, il n'a jamais fait un fractionné dans sa vie. Il kiffe, tant mieux. Hein. Voilà, alors évidemment. Et là, il a envie de tester autre chose. Parce que tout à l'heure aussi, tu as des gens qui font que ce qu'ils aiment. Tout à l'heure, j'ai dit trouver ce qui a l'air de fonctionner pour vous. Mais c'est trouver ce qui a l'air de fonctionner pour vous à un moment clé et le reste du temps complémenter avec ce dont vous avez besoin aussi. Et typiquement, tu as des gens qui vont faire que du seuil, qui vont faire que de l'allure marathon, qui vont faire que des allures très très lentes et qui vont dire non, faire la vitesse ça sert à rien. Et en fait, ils se rendent compte 2 ans plus tard que en début de préparation, un peu loin de son marathon, à -6 jusqu'à -3, faire un peu d'allure 1500, d'allure 5000, d'allure 10 bornes. En fait, c'est pas si mal parce qu'on récupère un peu de trucs et on récupère un peu de marge. Bon, passons. On fera aussi un épisode sur le seuil. Tiens, on parlera de la méthode norvégienne. On va rester. Cette saison, elle va être très riche en. Mais donc pour répondre à ta question, dans quelqu'un qui a une approche progressive de l'entraînement, qui dès le début fait de l'endurance fondamentale, qui fait ses fractionnés, je vois pas trop quand est-ce que ça peut intervenir. Pour moi, c'est juste une correction à un moment où quelqu'un en effet peut faire ça. Et après, quand tu prends l'exemple de professionnels, je pense juste que ils ont différentes phases dans leur entraînement. Et sur un développement de la vitesse, tu as plutôt intérêt à pas faire des sorties longues de 4 heures parce que, je l'ai dit au tout début, c'est de l'énergie que tu n'auras pas pour faire ton fractionné. Je sais même pas si je l'ai dit au début d'ailleurs, mais en fait, en gros, voilà, si tu as un volume trop élevé et des sorties longues trop longues, ta petite séance VMA que tu aurais couru à 3,00, tu vas la courir à 3,10 et pourtant tu auras l'impression de courir à la même intensité. Tristan, voilà, cette partie touche bientôt à sa fin. On va passer après à l'étude du jour. Mais comment t'inviterais nos auditeurs ou auditrices peut-être à réfléchir à leur propre entraînement, tu vois? Quels conseils tu pourrais leur donner pour envisager peut-être des ajustements basés sur les concepts, sur tout ce qu'on s'est dit en matière de personnalisation, d'individualité de l'entraînement, ce genre de choses?
Pour moi, ça passerait par répondre à des questions. Donc en fait, il suffit juste que les gens répondent aux questions que je vais poser. La première, c'est voulez-vous progresser ? Est-ce que la progression est pour vous une chose importante dans l'entraînement ? Si la réponse est non, on peut s'arrêter tout de suite. Faites ce que vous voulez. Si vous voulez jamais courir en endurance fondamentale, courez jamais en endurance fondamentale. Si pour vous le plaisir, c'est à bloc en sortant de chez soi et c'est ça qui vous plaît le plus, j'ai rien à dire dessus. Tant que vous vous blessez pas et que vous mettez pas votre santé en danger. Oui, mettre ça, oui, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que même s'il se blesse un petit peu, si c'est son kiff. Tu vois, si c'est son kiff de se blesser 3 ou 6 mois dans l'année, de revenir et de recourir à bloc, moi je juge pas. Oui, c'est chacun fait Tant ce que qu'il les veut. gens veulent pas progresser et qu'ils veulent juste faire ce qui leur plaît, les gens peuvent faire n'importe quoi, ça ne me regarde pas et vous avez bien raison de faire comme ça. Ensuite, c'est par exemple, si à partir du moment où vous voulez progresser, combien de séances hebdomadaires vous faites actuellement ? Donc là, tu réponds à cette question. Est-ce que tu progresses encore avec ce volume-là ? Si la réponse est bah oui, j'ai pas l'impression de stagner, ça augmente, etc. De ce que je disais tout à l'heure, pour moi, il y a plutôt intérêt à conserver encore un petit peu de temps de volume jusqu'à maximiser les bénéfices de ces ressources-là. Okay, et ensuite, si qu'on progresse ou qu'on ne progresse pas, on peut répondre à l'autre question qui est combien de fois êtes-vous prêt à vous entraîner ? Donc combien de fois vous entraînez et combien de fois seriez-vous prêt à vous entraîner potentiellement ? Combien de fois avez-vous en réalité envie de vous entraîner ? Ok. Maintenant on a une matrice et on peut dire ok, je n'ai pas envie d'augmenter mon nombre de séances par semaine. Si je disais que je progressais encore, tant mieux, on continue. Et si je progresse plus mais que je ne veux pas augmenter mon nombre de séances, à ce moment-là, c'est là où il va falloir regarder les autres variables. Nutrition, sommeil, stress, évidemment, mais aussi potentiellement essayer de voir vis-à-vis de son profil si on ne peut pas optimiser un petit peu la hiérarchisation des qualités qu'on travaille dans son entraînement pour avoir un entraînement un peu plus spécifique à son profil de coureur. Par exemple, c'est les autres variables que je citais tout à l'heure. Quand je disais activer son point fort ou son point faible au bon moment selon la course et son profil. Si en revanche on se dit ok, j'ai un nombre de séances, je veux augmenter mon nombre de séances, mais je progresse encore. Donc je disais on peut garder, mais si j'ai un nombre de séances, que je veux augmenter mon nombre de séances et que je ne progresse plus, à ce moment-là, c'est là où on envisage d'augmenter son volume, etc. Et en fait, c'est vraiment à la toute fin de l'arbre où ok, on a un nombre de séances par semaine, on veut progresser, on ne progresse plus et on est prêt à augmenter, là on peut augmenter. Et comment augmenter ? C'est ce que je disais, un bon garde-fou, une règle générale, c'est une séance, on maximise à une séance, et puis après on passe à une deuxième, on maximise à une deuxième, et ainsi de suite. Et après, ça peut aller jusqu'à la limite de ses ressources. On va reprendre notre exemple de tout à l'heure, avant de résumer un peu les points clés. Raphaël, du coup, il a écouté notre podcast, tu vois, et il a un peu corrigé, rectifié le tir, il a tout fait bien. Il s'est inscrit dans un club, il a pris un programme Campus Coach. Avec un petit code DLTDC, j'espère. Il a pris pour avoir un petit mois gratuit. Il a eu un petit mois gratuit, on en reparlera tout à l'heure, ne t'inquiète pas. Et du coup, il a tout bien géré. Maintenant, ça fait 6 ans qu'il court. Et justement, il a travaillé tous les autres curseurs. Il a une bonne vitesse, il a développé sa VO2 max. Il a tout bien fait. Et maintenant, du coup, il se dit, tu vois, il ne s'est pas puni 2 fois, comme tu dis tout à l'heure. Il s'est dit, maintenant, je peux travailler mon curseur du volume. Concrètement, quels conseils tu lui donnerais pour justement bien faire les choses ? Comment est-ce qu'on peut bien augmenter son volume sans risquer de se blesser et surtout sans freiner sa progression ? Parce que c'est aussi un risque. Oui, je disais augmenter séance par séance. On peut potentiellement augmenter de 2 séances à la fois. Moi, ça me dérange pas, ça me pose pas de problème. J'aime bien donner les 2 garde-fous qui sont toujours les mêmes. C'est est-ce que je continue de valider mes intensités ? Et quand je dis valider mes intensités, c'est pas juste faire 10 x 400 toutes les semaines ou 8 x 1000 toutes les semaines. Et puis voilà, c'est planifier une progression dans ces séances qui vont faire en sorte que à la fois la difficulté des séances mais aussi la vitesse à laquelle on court ces séances sur le moyen et long terme augmente. Tant que cette progression, elle, sur les séances intenses continue, c'est qu'on est quelque part sur le bon chemin. À quel point est-ce qu'elle augmente ? Si elle avait l'habitude d'augmenter de 5 secondes au kilomètre tous les mois ou tous les 2 mois et que là tout d'un coup c'est 1 mois sur 3 peut-être, si j'ai un peu de chance, peut-être que voilà, c'est qu'on a brisé quelque part la progressivité ou là, tout du moins on a du mal à récupérer. C'est un indice, donc on comble ça. Est-ce que je me sens fatigué ? Est-ce que j'ai l'impression d'assez récupérer, etc. La progression n'est pas linéaire. Et la deuxième, c'est est-ce que ça me pousse à la blessure physique ou mentale ? Blessure physique, on a mal. Blessure mentale, on est surmené, on s'éloigne de ses proches, etc. etc. C'est les 2 garde-fous que j'aime bien. Continuer à progresser et s'éloigner des blessures. Et à chaque étape franchie, je le répète, peut-être continuer jusqu'à ce qu'on stagne. En 15 secondes, si tu devais résumer notre épisode avec quelques éléments clés, comment tu synthétiserais tout ce qu'on s'est dit en 15 secondes avant de passer à notre nouvelle rubrique de la saison 7 ?
Augmenter son volume, c'est une très bonne idée. Il faut bien le faire, mais n'hésitez pas à le faire si vous êtes dans les conditions que j'ai citées. Ça fait 15 secondes. Donc voilà, j'ai rien contre l'augmentation du volume. Au contraire, c'est génial, c'est super pour ceux qui ont les ressources qui veulent le faire. C'est juste la manière de le faire qui importe en réalité. Vous inquiétez pas, hein. Si vous nous écoutez en courant, déjà bonne course, bravo, vous êtes allé jusqu'au bout, c'est que vraiment vous faites du volume vous et donc vous C'est la sortie longue. Voilà, vous savez gérer, vous inquiétez pas, on fait des fiches PDF avec tous les éléments clés, on a synthétisé la prise de notes pour vous, c'est gratuit, il suffit de s'inscrire à notre newsletter et on vous envoie chaque semaine la fiche PDF avec toutes les prises de notes. On travaille pour vous chez Dans la tête d'un coureur. Ouais, vous c'était voyez, pas mon meilleur vraiment, récap là. Voilà, en même temps, 15 secondes, il m'a mis la pression. On vous facilite la vie. Avant de passer à notre nouveauté, que je suis sûr que tu as hâte de découvrir ce que c'est, bien sûr, pour celles et ceux qui veulent structurer leur entraînement, pas faire d'erreurs, bien gérer tous les curseurs de progression, tous les facteurs de progression, il y a une application, c'est Campus Coach. Même qui est juste être accompagné. Juste être accompagné. Apprendre, avoir des articles, savoir ce qu'on fait, mieux comprendre. Rencontrer etc. du monde, parce que voilà, on l'a vu avec les communautés run, les magnétos, c'est aussi du digital, mais c'est aussi, et c'est votre force, c'est aussi du physique avec des rencontres, courir ensemble et tout, super bien. Donc ça, c'est Campus Coach. Et on a un code promo, 1 mois offert, voilà, négocié pour vous les éditeurs de Dans la tête d'un coureur, 1 mois offert, comme ça vous testez l'application. C'est quoi le code, t'as dit? DLTDC, c'est Tristan qui vous fait le plan. DLTDC, hein, t'as dit, pour avoir 1 mois gratuit. DLTDC, 1 mois gratuit, c'est le code, et c'est Tristan qui vous fait le programme aux petits oignons, comme j'aime bien dire. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Vous aimez, vous gardez, et si vous aimez pas, vous n'avez pas dépensé d'argent parce que vous avez 1 mois gratuit avec le code DLTDC. Sur ces belles paroles, Tristan, est-ce que tu veux passer à notre nouvelle rubrique? Je sais pas ce que c'est. La nouvelle rubrique, c'est très simple. Alors tu as vu, on a un peu changé le format avec une petite introduction, avec. On m'a maquillé, donc pour te dire. Voilà, on a un petit peu plus de budget aussi. Vous avez pu le voir si vous nous suivez sur YouTube. On a un peu amélioré toute la partie vidéo. On avait un petit peu de retard, donc voilà, on a un peu peaufiné tout ça. On a revu aussi un peu l'émission pour que ce soit plus dynamique, pour qu'il y ait un peu moins de temps mort. Voilà, que ce soit plus pushy parce que c'est ce qu'on aime. Hein, voilà, pour ceux qui nous écoutent en courant, il faut qu'il y ait du rythme, tu vois. Et donc là, une nouvelle rubrique, c'est l'étude du jour. Est-ce que tu veux la découvrir? Cette rubrique, c'est parti. Tristan, aujourd'hui, pour inaugurer cette nouvelle rubrique, je vais te parler d'une étude qui a été réalisée par un anthropologue américain. C'est pas souvent que les anthropologues font des études, donc je voulais le souligner. Mais avant ça, est-ce que, là on vient de passer, on est encore en été, c'est le tout début septembre, mais est-ce que ça t'est déjà arrivé de courir ou de faire un peu de sport avec comme objectif de perdre un peu de poids, de perdre un petit peu de gras? Est-ce que tu as déjà été adepte du body summer? Bon, t'as la forme toi, mais... Oui, un petit peu toujours. On se dit que ça fait pas de mal. Voilà. On se dit qu'au moins quand on mange le petit burger le week-end, on sait pourquoi on le fait. On sait qu'on mérite. Écoute, justement, aujourd'hui, je vais te parler d'une étude qui a été menée par le docteur Hermann Pontzer, qui est ce fameux anthropologue américain, et qui a décidé de vérifier si plus de volume égale à plus de calories brûlées. Et tu sais quoi? Il a découvert que le corps humain est un petit peu plus malin que ce qu'on pense. C'est vrai que ça peut paraître évident. Plus on va courir, plus on va faire de volume et plus on va perdre de poids. Est-ce que toi, tu penses que c'est du bon sens? Est-ce que c'est la réalité ou pas? Me spoil pas. Si. Je pense qu'en effet, le corps est malin dans une certaine mesure pour certaines personnes. Il trouve un petit stratagème. C'est vrai. En tout cas, il y a cette croyance traditionnelle. On pense que plus l'activité physique est prolongée, plus elle est intense et plus on va brûler de calories. Ça, c'est l'inconscient collectif. C'est ce que... Sur le papier, c'est ce qui se passe. On dépense des calories, on a des calories en moins. C'est ce qu'on pense. Mais bon, voilà, le chercheur, il a quand même voulu vérifier cela parce que c'est des petits coquins, les chercheurs. Ils aiment bien se dire ce que tout le monde pense vrai, est-ce que c'est vraiment vrai? Donc c'est un petit coquin, notre anthropologue, notre Hermann. Du coup, je vais te parler un peu de méthodologie parce qu'on va faire les choses sérieusement. Ils ont suivi 332 adultes au mode de vie varié, allant de la personne qui est sédentaire à la personne très active, dans 5 pays différents. Comme ça, tu vois, il y a vraiment des données assez intéressantes. Et ils ont mesuré leurs dépenses énergétiques totales à l'aide de d'une méthode en fait, qui permet de mesurer les dépenses énergétiques sur plusieurs jours. Je ne vais pas détailler la méthode parce que voilà, il y a plusieurs possibilités. Je vous laisserai en descriptif l'étude si vous voulez un petit peu plus loin. Mais ils ont un peu quantifié tout ça. Les résultats montrent que tant que tu augmentes ton activité physique de manière raisonnable, tu brûles effectivement plus de calories chaque jour. Mais une fois que tu as atteint un certain niveau d'activité, ton corps il s'adapte. En fait, au lieu de continuer à brûler de plus en plus de calories, il va commencer à économiser de l'énergie ailleurs, ce qui va limiter en fait
ton taux total de calories brûlées. Même si tu fais... Oh, ça passe un peu plus de temps sur Netflix là. Voilà, même si tu fais un petit peu plus d'énergie. Donc en fait, c'est vrai dans une certaine mesure. On va détailler ensuite ce que ça renvoie. C'est vrai dans une certaine mesure. Mais en fait, à partir d'un moment, c'est plus efficace. C'est intéressant ça. Parce qu'encore pareil, on se dit, plus je vais courir, plus je vais allonger les kilomètres. C'est pas tout à fait ça. Plus tu vas allonger, plus tu vas devenir économe et moins tu vas brûler de calories. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure parce que je pensais qu'on allait là. En fait, c'est la personne qui court 2 fois dans la semaine et le week-end, il dit j'ai couru, j'ai le droit à mon petit burger. Et en fait, le burger annule, annule les deux. Ça marche plus. Ça nous renvoie aussi à ce qu'on disait tout à l'heure en introduction avec notre ultra trailer Dean Karnazes, je crois, et ses fameux 42 000 calories brûlées. Eh bien, on voit bien que justement, c'est un calcul qu'on avait fait un peu mathématiquement, mais on voit bien que c'est pas ça parce qu'évidemment, il n'aurait pas pu absorber toutes ces calories tu vois, en une seule journée. D'ailleurs, ceux qui font de la musculation, ils sont bien au courant de ces problématiques-là. D'ailleurs, à ton avis, quel est le moment de la journée où on brûle le plus de calories? Parce qu'ils ont aussi découvert ça. Le matin, au hasard, une chance sur 3. Non mais, alors, on va détailler ensuite à quel moment, mais à ton avis, dans la journée, si par exemple tu vas faire du sport, à quel moment, dans quel, ça va correspondre à quelle activité tu vas faire pour perdre du poids, où tu vas brûler le plus de calories? Pendant l'activité physique. Alors en fait, Hermen nous explique dans son étude que 60% des calories que nous brûlons chaque jour le sont au repos, c'est-à-dire quand tu es assis ou quand tu dors. Tu m'as tendu un piège, je croyais que tu parlais par heure. Je suis un petit coquin. Je suis un petit coquin. Moi aussi, je suis un peu comme notre tampologue. En fait, on perd plus de poids en faisant nos activités du quotidien qu'en faisant du sport, effectivement en pourcentage. Pourquoi ? Parce que c'est notre cerveau via l'hypothalamus qui régule la consommation d'énergie. Donc quand on fait de l'exercice, notre corps redirige une partie de cette énergie pour maintenir un équilibre. Par exemple, pendant un jogging, notre système immunitaire peut être moins réactif, tout simplement pour économiser l'énergie. C'est pour ça que sur les marathons, tu vois, il y a eu le marathon pour tous il y a quelques semaines, il y a beaucoup de gens qui sont tombés malades. On a un système immunitaire qui marche moins bien quand on a une activité physique. C'est pour ça que les sportifs tombent aussi plus malades. C'est pas forcément lié à la fatigue. Ça peut être simplement que on va en fait économiser sur d'autres critères. Donc c'est intéressant. Et du coup, j'ai la liste quand même des actions qui nous consomment le plus d'énergie. Peut-être que tu vas la connaître. Je pense que ça doit t'intéresser. Je sais pas où tu vas avec ça. Vas-y. Ah, tu vas voir. Alors, évidemment, si on prend là, on n'a pas là en pourcentage, mais si on prend les activités qui consomment le plus d'énergie, effectivement, pendant un exercice intense, ça c'est assez évident, c'est du bon sens. Le corps, il va brûler beaucoup de calories dans un temps relativement court. Mais ensuite, après l'exercice, même quand on est en repos, le corps, il va continuer à brûler des calories pendant plusieurs heures. Donc quand on fait du sport, il ne faut pas l'oublier, on va brûler des calories pendant notre heure de jogging, mais aussi une fois au retour à la maison, notre corps, il va brûler plus de calories. Donc c'est le double effet qui se coule. Mais ça, tu le sais, vu que tu es un adepte de musculation. Mais oui, l'après est au moins aussi important que pendant. Ensuite, en dormant, ça c'est une bonne nouvelle. Quand on dort, on brûle des calories pour maintenir en fait toutes les fonctions vitales et aussi réparer les tissus. On a fait une séance, on a déchiré du muscle, c'est en dormant qu'on va réparer ces muscles abîmés. Et là, on estime à 50 calories par heure. En dormant, voilà, en fait, la grasse mat, c'est 52 calories en plus. C'est quand même assez intéressant. Deuxième moment où on perd des calories, c'est en mangeant. Eh ouais, on perd des calories en mangeant et plus particulièrement, tu le sais aussi certainement, en mangeant des protéines. C'est pour ça. C'était le principe de la diète du camp pendant un voilà. moment. Si on mange des protéines, en fait, pour digérer des protéines, notre corps va brûler des calories. C'est pour ça qu'il y avait cette mode un peu folle d'ailleurs. Il a été radié, je crois, de l'ordre des médecins parce que c'est quand même pas terrible d'un point de vue santé, mais c'est vrai que des carnivores par ici. Voilà, si on conseille aussi beaucoup aux personnes qui font des régimes de manger des tu vois, les skiers, les machins et tout. Alors c'est un peu plus gras les produits laitiers, mais voilà, c'est parce qu'on brûle des calories. Et ensuite. L'une des choses qui fait vraiment brûler le plus de calories, on n'en a pas encore parlé, est-ce que tu sais ce que c'est ? C'est même plus, je crois, qu'une activité physique. Quand tu travailles ? Non. Quand tu réfléchis, je sais pas. Non, c'est l'exposition, c'est la thermorégulation, exposition au froid. Le corps brûle plus de calories lorsqu'il est exposé à des températures très froides, simplement parce qu'il doit générer de la chaleur pour maintenir la température interne. Et on dépense 2 à 5 fois plus de calories énergétiques au repos quand on est dans le froid. Et ce qui va
vraiment faire beaucoup brûler des calories aux gens, si vous grelottez, ça nous est déjà arrivé de grelotter de froid, et ben on peut perdre en grelottant jusqu'à 200 à 400 calories par heure. C'est énorme, tu vois. Donc voilà, si un jour vous voulez faire votre Cet footing hiver, dans le froid, vous savez quoi faire, Voilà. juste asseyez-vous dehors, Voilà, si un jour changez il fait pas votre garde-robe. s'il fait très froid, non mais C'est que des bons conseils. s'il fait très froid, voilà, il fait très froid, t'as pas envie d'aller courir, dis-toi que tu vas brûler encore plus de calories si tu vas courir le froid. Et évidemment, une autre chose, on n'en Pas parle de pas risque beaucoup. d'hypothermie en plus, c'est cool. Ouais, non, au courant, tu peux. Bah, après, pas Ouais, des ça va, extrêmes, ça. mais tu peux jusqu'à -4, -5. Si Bah, t'es habitué, tu peux. petite, désolé de te couper dans ton étude, mais si vous avez froid, il vaut mieux faire une activité physique que grelotter, parce que grelotter produit énormément d'énergie, mais en fait, Brûle énormément d'énergie. mais en fait, à énergie brûlée équivalent, vous produisez plus de chaleur en faisant du sport. Ouais, c'est vrai. Si un jour vous êtes dans une situation où vous tombez dans un lac Il y a un gelé, livre. il faut courir, il faut faire Ouais, des ouais. pompes, il faut faire des squats sautés, il faut pas juste grelotter. Il y a un super livre d'un mec comme ça qui s'est perdu, je sais plus, en Alaska ou je sais plus quoi. Et justement, son instinct de survie, il a fait qu'il a couru en fait en rond et pour vivre encore. Et c'est rare parce qu'on pense qu'on l'aurait tous fait, mais en fait, il y a beaucoup de gens face à être perdus et être quasiment sûr que personne ne le retrouvera. Ils auraient accepté la mort. Et lui, justement, il a jamais accepté la mort. Il a couru justement pour maintenir et brûler le moins d'énergie possible. Coup de bol, il était Plus marathonien. que grelotter. Et, 180 et il s'en km est par sorti. semaine. Et il s'en est sorti grâce à son ça. volume. Et dernière chose, et on l'oublie un peu, c'est les périodes de stress et d'anxiété. Alors ça, après, il y a de la variabilité en fonction des individus, mais effectivement, quand on est très stressé, très anxieux, on va perdre plus de poids. Alors c'est pas valable pour tout le monde. Il y en a qui vont surcompenser en cherchant de la dopamine, donc en allant manger du chocolat justement pour surcompenser. Mais si vous avez moins ce mécanisme de surcompensation, le stress et l'anxiété faire perdre quand même un petit peu de poids. Donc ça, c'est aussi intéressant. Ça, on le voit en compétition, comme le stress, ça consomme beaucoup de glucides, de ce que j'ai entendu. Souvent, tu as des gens qui commencent avec des stocks en glucides un peu déplétés, justement parce qu'ils ont une grosse anxiété, et donc ils arrivent sur le jour de la compétition avec des stocks un peu inférieurs aux gens un peu plus détendus. Bon, bah voilà, intéressant. En tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est qu'on a peut-être trop tendance à sous-estimer la dépense énergétique quand on prend le métro, quand on va au travail, quand on réfléchit, quand on fait ce podcast-là. Et en fait, tout simplement, quand on est actif. Et quand on dit aux gens, bougez, mangez, bougez, c'est faire du sport, évidemment, mais c'est aussi avoir une vie active. Et donc, voilà, si aussi vous êtes sportif et que vous avez une vie très mobile, si ça dépense des calories, c'est que ça dépense aussi de l'énergie. Donc là, on se rend compte quand même que, voilà, avoir une vie active où on a beaucoup de travail et tout, ça dépense des calories, donc ça fatigue et donc il faut le prendre aussi en compte dans son volume d'entraînement. Cette étude me fait penser au fait que la définition de la sédentarité, c'est rester assis ou allongé plus de 8 heures par jour. Et en fait, on se rend compte que même des gens très sportifs qui s'entraîneraient tous les jours peuvent en fait tomber dans la sédentarité et donc sur tout ce que tout ce que ça entraîne d'un point de vue santé. C'est pas parce que vous faites du sport que vous n'êtes pas sédentaire. Ouais, et c'est pas parce que vous faites du sport. Il y en a qui disent oui, je fais du sport, je perds pas de poids. Pareil, mais si vous passez 8 heures par jour, vous bougez pas, vous allez pas avoir 12 vos heures amis. ou 15 heures. Tu vois, en fait, c'est pour ça que vous allez perdre du poids. On l'a vu, 60% des calories, c'est simplement en bougeant, en prenant le métro, en étant au travail, en réfléchissant. Le cerveau brûle des calories aussi. Donc voilà, c'est aussi une des solutions. Voilà, écoute, merci beaucoup. J'espère que ça t'a plu cette petite étude, c'est sympa. Très bien, et puis ça permet en plus de ramener des petits sujets à droite à gauche. Exactement, ça fait très toujours cool. un petit peu lien avec le sujet du jour sur le volume, comme quoi on voit que toujours plus de volume, ça a toujours sa limite, même dans, même dans le body summer. Donc c'est quand même intéressant. Si ça vous a plu, dites-nous en commentaire. Voilà ce que vous avez pensé du studio, du nouveau format de l'émission, plus dynamique. Ça vous plaît pas. Si vous voulez qu'on revienne à l'ancien modèle, voilà, dites-nous en Si vous commentaire. demandez à quoi ressemble le studio, faut aller sur YouTube. Exactement, voilà, abonnez-vous sur la chaîne YouTube si vous voulez voir le studio. Merci à Raphaël à la réalisation, merci à Flo aux éclairages, Agnès au maquillage, et puis dans les bureaux aussi pour le montage, on a Zoé et Justine. Merci à toutes celles et ceux d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Dans la tête d'un coureur. À très vite et bon run.